Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures de juillet qui ont été légèrement chaotiques. C'est-à-dire que là en ce moment j'ai environ 4 ou 5 livres en cours. Enfin c'est absolument n'importe quoi, j'ai DNF à foison et tout. Mais je vais vous parler des livres que j'ai lus et peut-être des livres que j'ai en cours, je ne sais pas encore. Mais c'est parti! Alors déjà en ce début de mois de juillet j'ai chopé le Covid, donc j'étais un peu alitée chez moi une très grande partie du temps. Et là vous me direz mais du coup est-ce que tu en as profité pour lire? Pas du tout. Pas du tout parce que j'étais quand même en télétravail, donc je devais travailler et en fait ouais non j'ai pas été si productive que ça finalement niveau lecture. J'ai commencé des audiobooks, je les ai pas terminés et tout, bref comme je vous ai dit c'était un petit peu chaotique. Mais du coup le premier livre que j'ai terminé c'est Dark Dawn, je crois qu'il s'appelle Dark Dawn en anglais hein. Je sais plus, peu importe, c'est le tome 2 de Nevernight de J. Christophe que j'ai littéralement dans ma bibliothèque depuis 1000 ans et demi, genre vraiment ça fait depuis l'année dernière et je sais pas pourquoi je n'ai pas enchaîné. Mais là je me suis dit bon allez c'est le moment où tu termines tes trilogies et tes duologies et tes sagas entamées. Comme je vous ai dit, mon objectif de cette année c'est de finir le maximum de sagas de fantasy que j'ai commencé. Du coup je me suis replongée dans les aventures de notre petite Mia Corvair. Comme vous le saviez j'avais beaucoup aimé le premier tome de Nevernight. Donc en vrai je ne sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps pour lire le deuxième tome. Je ne sais pas trop. Mais écoutez, comme vous pourrez le constater dans ce total manque de post-it, on ne voit absolument rien, mais il y a genre 5 post-it qui se battent en duel. C'est vraiment lamentable, j'ai voulu annoter mais ça n'a pas eu l'effet escompté je pense. Du coup si vous ne l'avez pas lu, et bien peut-être sauter cette partie parce que potentiellement il y aura des spoils. Mais on retrouve Mia après les événements qui se sont passés à l'église rouge, donc l'école d'assassins où elle a été formée, et elle est toujours dans sa quête de vengeance et cette fois-ci elle va être menée dans les arènes des gladiateurs. Donc elle va faire en sorte d'être vendue en tant qu'esclave pour pouvoir avoir la possibilité d'enfin prendre sa vengeance et de tuer les 2 personnes qui sont responsables de la mort de ses parents. Et donc elle va vivre de nouvelles aventures en apprenant des nouvelles techniques de combat, en devenant une gladiatrice. Elle va renouer avec une personne de son passé. Ouais finalement non il n'y aura pas de spoil, mais elle va renouer avec une personne de son passé avec qui potentiellement elle aura une idylle amoureuse, enfin il y aura une certaine tension dans tout cela. Et du coup mon avis sur ce tome, et écoutez, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que j'avais vu pas mal de personnes dire qu'ils avaient préféré le premier tome au deuxième, d'autres l'inverse. Donc je ne savais pas trop où me positionner sachant que j'avais beaucoup aimé le premier. Mais en fait quand j'ai su que ça se passerait dans les arènes de gladiateurs, qu'on parlait beaucoup de combats et tout, je me suis dit bon c'est sûr que je vais moins aimer que le premier. Effectivement j'ai moins aimé que le premier. Parfois c'était un peu répétitif, mais bizarrement pour un livre aussi long ça se lisait de manière très fluide. Je ne sais pas si c'est parce que c'est écrit de manière relativement enfin le texte je sais pas très bien si on voit rien du tout avec Marine Light là, c'est chiant. Mais le texte est plutôt gros, enfin la police utilisée est plutôt grosse. Du coup j'avançais très vite et les pages se tournaient très rapidement. Surtout que moi, étant donné que maintenant je lis principalement surtout en anglais, j'avance beaucoup plus vite en français. Et c'est peut-être pour ça que finalement je ne l'ai pas senti passer malgré sa longueur. Parce que c'est un beau bébé de presque 800 pages. Hein. Donc voilà, c'est vraiment à la fin qu'on a une accélération des événements et qu'il y a plein de choses qui se passent en nous laissant sur la fin sur un énorme cliffhanger qui donne juste envie de commencer le troisième. Mais je sais pas, pour moi c'était quand même un peu en dessous du premier. J'ai pas autant aimé que le premier, même si c'est resté une très bonne lecture qui était pleine d'action, de scènes de combat et tout, sachant que moi en général je passe les scènes de combat parce que au bout d'un moment, bon quand ta scène de combat elle dure sur 2 pages, voilà j'ai juste envie de savoir qui va gagner quoi. Là c'était pas le cas, donc pour le coup c'était plutôt bien maîtrisé. Mais ouais c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais et je vous avoue que j'ai un petit peu peur pour le tome 3 parce que je vois énormément d'avis mitigés de personnes qui ont adoré pourtant le premier et le deuxième tome, qui ne comprennent pas trop la direction qui a été prise par l'auteur pour le troisième tome et qui ne sont absolument pas d'accord avec apparemment la relation qui se développe dans le troisième. Donc j'ai envie de vous dire, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vous donnerai aussi mon avis pour conclure cette trilogie
mais yes, ça c'est dit du coup. Ensuite, avec ma petite Sarah, on cherchait une petite lecture qu'on pourrait s'écouter en audio toutes les deux. On n'avait pas trop d'idées et moi je lui ai proposé mes classiques parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je n'ai plus de place dans mes bibliothèques et vraiment j'ai trop de livres que je n'ai pas lus dans mes bibliothèques, donc j'ai envie d'optimiser tout simplement la place que j'ai dans mes biblis et d'éventuellement vendre les livres que je sais que je ne lirai pas ou que je n'ai pas particulièrement aimé. Et j'ai en fait toute une étagère qui est dévolue à mes classiques et je n'en ai pas lu énormément, donc j'ai vraiment envie de lire mes classiques. Et les classiques, je trouve que ça passe beaucoup mieux en audio puisque ce sont en général des livres assez contemplatifs où il ne se passe pas énormément de choses. En classique ça passe beaucoup mieux quand j'écoute. Voilà, je trouve que c'est mieux pour moi en tout cas. Et du coup, avec Sarah, nous nous sommes lancés dans Persuasion de Jane Austen, qui est je crois le préféré de Lola, qui a lu tous les classiques de... enfin tous les classiques, pas tous les classiques, mais qui a lu tous les livres de Jane Austen. Et j'y crois que c'est celui-ci son préféré. Et franchement, la couverture est juste géniale. Enfin... pour la collection que j'ai, donc c'est la collection Cranford des romans éternels qui ne sont je crois plus disponibles à la vente dans ces éditions là. Malheureusement le livre est très beau mais l'histoire... Franchement avec Sarah on était un peu au bout du rouleau parce que clairement il se passe pas grand chose en fait dans ce livre. J'étais en train de penser sous la douche au résumé que j'allais pouvoir vous faire et je vous avoue que j'ai un peu galéré parce que certes je l'écoutais d'une oreille mais je l'écoutais quand même, mais en fait il se passe tellement rien dans ce livre que je ne sais même pas par quoi le résumer. Et en plus de ça je ne me rappelle plus du prénom des personnages. Mais il me semble que l'héroïne principale s'appelle Anne, que sa sœur s'appelle Elisabeth et en gros je crois qu'elle a une petite sœur aussi. Enfin bon bref, peu importe, la personnage principale ça reste Anne qui vit avec son père. Son père fout carrément la flemme, ils dépensent tout leur argent dans des trucs dont ils ont clairement pas besoin et dont ils pourraient se passer. Et sa sœur a un peu hérité du même caractère qu'elle. Et en fait elle a 27 ans et elle est toujours pas mariée, donc elle est considérée comme une vieille fille. Et elle regrette un peu parce que des années auparavant, elle était tombée amoureuse d'un homme, mais que sa famille lui a encouragée à rejeter parce qu'il n'avait pas de statut ni d'argent, etc. Et en fait, des années après, leurs chemins vont se recroiser. Sauf que littéralement, les interactions entre les deux, il y en a très peu. On a une espèce de déclaration d'amour vers la fin. Mais c'est littéralement tout ce qui se passe dans ce roman. Enfin vraiment il est pas long pourtant, il fait quoi, 300 pages même pas. Attendez, je regarde ça. Ouais, il fait moins de 300 pages, j'avais l'impression qu'il en faisait 500, tellement c'était lent, il se passait rien, c'était littéralement du Jane Austen, vous voyez, donc des gens qui vont déjeuner chez d'autres, qui vont dîner chez d'autres, des invitations à des bals, à des thés, etc. Mais j'ai pas du tout retrouvé ce que j'avais aimé dans Orgueil et Préjugés, parce que Orgueil et Préjugés, vraiment j'adore, et pourtant, enfin c'est quasiment le même contexte, ça reste de la gentry anglaise, mais celui-ci j'ai pas aimé du tout. Du coup go faire une photo pour Bookstar et le mettre à vendre parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec ce bouquin. Enfin je ne vais pas le garder, il prend trop de place dans ma bibliothèque malgré le fait qu'il soit très beau. Mais du coup ouais, un peu déçue par Persuasion, surtout que c'est le dernier de Jane Austen qui est censé être le plus abouti. Ce n'était pas forcément le cas du coup. Ensuite, avec Laurie, nous avons organisé une lecture commune pour Feu et Sang en l'honneur de la sortie qui aura lieu à la fin du mois d'août. Et donc on n'était pas beaucoup sur les serveurs, mais on a passé un super moment à lire cet énorme bricasse qui est un intégral puisque ça réunit le tome 1 et le tome 2 de Feu et Sang que j'ai annoté mais d'une manière, enfin là faut vraiment que je trouve un moyen de vous montrer parce que c'était quelque chose... Non, je crois qu'on voit toujours pas. Au pire, j'essaierai de prendre une photo et de vous montrer. Ah, peut-être qu'on voit là comme ça. Voilà. Là, vous voyez peut-être le nombre de post-it qu'il y a dans ce livre. Il y en a vraiment beaucoup. Mais ça a été un plaisir. Pour moi, c'était une relecture parce que j'avais déjà lu l'intégrale 1, peut-être, je crois, un an après sa sortie. Et l'intégrale 2, je l'ai lu tout de suite après parce que j'avais envie d'avoir la suite. Et ça a vraiment été un plaisir de relire Feu et Sang, clairement. Surtout pour la première partie, finalement, avec les filles. On s'est dit qu'on avait plus apprécié la première partie que la deuxième parce qu'on s'attache beaucoup plus aux personnages de la première partie. On s'attache beaucoup plus aux personnages de la deuxième partie parce que dans la deuxième partie, en fait, on a principalement la danse des dragons, donc les événements qui vont avoir lieu dans la série. Et en fait les personnages ce sont tous des personnages gris. L'auteur l'a dit lui-même à l'occasion de la sortie de la série, il a dit il n'y aura pas des personnages comme dans Game of Thrones, comme Arya ou comme Ned ou comme Jon ou Daenerys auxquels vous vous attachez et tout. Là dans Feu et Sang, dans la deuxième partie, ce ne sont que des personnages gris qui ont leur propre motivation et qui sont tous assoiffés de pouvoir, et c'est vraiment le cas. Et surtout sur la deuxième partie de la deuxième partie du coup de Feu et Sang sur la danse des dragons,
Dragon, j'avais oublié à quel point c'était violent. Genre vraiment, j'avais oublié en fait la violence qui était décrite parce que bon c'est la guerre et tout, mais bon les viols à répétition, les assassinats, les massacres, les montagnes de corps, au bout d'un moment j'étais en mode bon c'est pas que ça me donnait la nausée, mais j'étais pas trop bien quoi, j'ai dû faire une petite pause quand même. Et j'ai également remarqué des choses que j'avais pas forcément vues à ma première lecture, en ce qui concerne la misogynie qu'il y a surtout dans la deuxième partie du livre. Dans la première partie elle est présente mais un peu moins, mais surtout dans la deuxième partie, enfin en fait le truc c'est que j'expliquais à ma pote que j'arrivais pas à savoir si c'est parce que ce sont des chroniques, en fait c'est sous forme des chroniques qui sont écrites par des maîtres ou des septons, et ce qui nous permet de suivre l'histoire. J'arrive tout de suite, j'ai mon ami qui vient d'arriver, je vais lui ouvrir la porte. Je reprends donc, et c'est vraiment trop drôle parce qu'il y a ma copine Katina qui est dans ma chambre, et vu que j'aime pas qu'on me regarde filmer, elle est genre face au mur, comme ça, pour pas que ça me déconcentre. Mais justement je vous disais que j'avais parlé un peu justement à Katina de la misogynie qu'il y a dans ce livre, surtout dans la deuxième partie, parce que en soi ce sont des chroniques qui sont rapportées par des maîtres et des septons, et donc des hommes assez puissants à cette époque là et qui restent misogynes, hein, mine de rien, parce que c'était dans les mœurs de l'époque, dans le livre. Mais il y a parfois certaines choses qui sont décrites et j'étais un peu en mode bon, voilà, ça fout la flemme, comme le fait que à partir d'un certain âge, les femmes quand elles ont eu plusieurs enfants, elles finissent par s'empâter, et finalement elles n'ont plus aucun intérêt, elles sont plus jolies, elles deviennent aigries, etc. Et j'étais un peu en mode oui, enfin bon, va falloir se calmer. Et un autre truc qui je pense m'avait alarmée à ma première lecture mais que je n'avais pas autant relevé, c'est l'introduction d'un personnage qui est décrit comme étant déjà noiraude. Qui utilise encore ce mot en 2022? Je ne comprends pas. Et ouais, genre, je vais pas spoiler, mais je trouve que le traitement de ce personnage était vraiment borderline, c'était vraiment pas ouf. Donc ouais, je préfère prévenir et le dire, mais il n'empêche que c'était quand même une très bonne lecture, même si en soi, pour la deuxième partie, j'ai préféré ma première lecture que la relecture, parce que du coup à la relecture je me suis rendu compte de choses qui étaient pas super, mais je pense quand même que l'adaptation va être absolument géniale, et comme je ne cesse de vous le dire, je vais vous spammer sur toutes les plateformes possibles et inimaginables avec House of the Dragon, vu que je suis totalement hypée. Puis ensuite j'ai lu The Inheritance Game, qui est sorti en français chez PKJ en septembre il me semble, ou en tout cas au début de l'année, je me rappelle plus exactement. Celui-ci c'est la version anglaise parce que c'était une copine qui me l'avait offert, et en fait ce qui est drôle c'est que elle l'a pris dans ma wishlist, et en fait après qu'elle l'ait pris, mais moi je ne savais pas qu'elle me l'avait acheté, je l'ai retiré de ma wishlist parce que en voyant les avis finalement je me suis dit ce sera un peu trop young adulte et finalement je pense pas que ça va me plaire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis dit que j'allais quand même le lire parce que comme je vous l'ai dit il était dans ma bibliothèque, je veux vider au maximum ma bibliothèque parce que je n'ai plus de place. Mais pour ceux qui ne le savent pas, The Inheritance Game c'est l'histoire de Avery Grahams, qui est une adolescente de 17 ans qui est très intelligente, assez douée en fait, qui arrive à avoir des A sans problème au lycée, qui vit dans sa voiture parce que sa mère est décédée, que son père ne s'occupe pas d'elle, mais du coup elle vit aussi avec sa sœur, mais vu qu'elle veut éviter le copain de sa sœur, elle préfère vivre dans sa voiture, et qui un jour va apprendre qu'un milliardaire qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève lui a légué plusieurs milliards de dollars. Donc en fait elle passe d'une situation totalement précaire à elle devient une milliardaire, et elle va être plongée dans une vie donc de paparazzi, de gossip, de trahison, etc. Et elle comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait dans le testament du défunt il est précisé que pour pouvoir toucher cet argent elle va devoir vivre avec ses 4 petits-fils, donc à l'homme qui est décédé. Évidemment vous vous en doutez, il va y avoir des rapprochements qui vont se faire, tout ça. Et étant donné que le milliardaire en question était un homme très joueur, il aimait beaucoup les énigmes, les jeux et tout, à chaque fois, chaque nouvelle année il rajoutait une pièce dans sa maison par exemple, il y a des indices qu'elle va essayer de devoir découvrir en fait pour pouvoir toucher l'argent, pour pouvoir aider les garçons aussi, et tout simplement savoir pourquoi est-ce qu'il lui a légué autant d'argent alors qu'il ne se connaissait absolument pas. En soi je trouve que le concept est plutôt stylé, et vraiment quand j'avais entendu parler de ce livre, surtout le fait qu'il avait été très apprécié par Cindy de Read with Cindy, je m'étais dit ouais pourquoi pas, et
c'est à ce moment là que je l'avais ajouté dans ma liste parce que je me suis dit, enfin franchement une meuf qui est pauvre, hein, qui est broke comme nous autres les prolétaires et qui un jour, du jour au lendemain apprend qu'elle va devenir milliardaire, j'étais en mode franchement good for you girl, j'aimerais tellement que ça m'arrive mais ça n'arrivera jamais. Du coup je me suis dit pourquoi pas, mais après en voyant qu'il y avait des histoires de triangle amoureux, je sais pas quoi, je me suis dit non. Non, finalement, je vais pas le lire. Je me suis laissée tenter parce qu'il fallait que je le vide de ma bibli et j'avais quand même envie de savoir ce qui se passait. Mais ouais, j'ai été vachement déçue parce que ce livre a été super hypé et finalement, j'ai pas trouvé qu'il soit très à la hauteur de la hype. En dehors du fait que je l'ai trouvé très young adult, ce qui est normal parce que c'est un young adult, donc c'est vraiment pas une critique légitime. Mais j'ai pas trouvé qu'il était très bien amené. Les relations entre les personnages me semblaient vraiment très superficielles. En fait, c'est ça que je reproche à ce livre, c'est que finalement, il restait très en surface et très superficiel. Ce sont des chapitres qui sont très courts, d'environ une page et demie, et au début je me disais bon j'avance vite, mais en fait à la fin ça finit par me saouler parce que pour un livre qui fait 400 pages, t'as genre 80 chapitres, je trouve que ça n'a absolument aucun sens, et t'as en fait une succession de scènes comme ça qui durent 2 pages, et après tu passes à la suite sans vraiment qu'il y ait de lien entre les différentes scènes, et ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bah du coup, est-ce que je vous le recommande? Pas forcément. Est-ce que je lirai la suite? Absolument pas. Mais au moins maintenant, je sais de quoi tout le monde parle. Et là, vous pouvez entendre Katina en train de ricaner dans son coin. Mais ouais, voilà. Oui, dernier livre que j'ai lu au mois de juillet, c'est 7 Days in June dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo pour les recommandations de lecture de l'été. C'est un livre que j'avais vu passer sur la chaîne de Hailey, de Pages of Hailey, que je pourrais vous mettre en barre d'infos. J'aime vraiment trop ce qu'elle fait, j'aime trop son contenu. Généralement quand elle fait des recommandations, je suis toutes ses recommandations et tout, et c'est d'ailleurs un peu grâce à elle et aussi grâce à Sarah, fragment de lecture sur Insta, que je me suis décidée à lire ce livre parce que c'est une romance et moi je lis pas de romance, mais là on m'a dit qu'il y avait d'autres sujets sous-jacents et tout, donc je me suis dit bon allez c'est go, je me lance dedans, et clairement j'ai beaucoup aimé cette lecture, surtout le début. Les personnages sont super attachants et ils ont tous les deux une histoire qui est très chargée et très lourde. Ils cumulent pas mal de traumas tous les deux. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre, que ce soit addiction, utilisation de drogue, douleur chronique, alcoolisme, agression sexuelle, enfin bref, il y a pas mal de trigger warning, donc faites gaffe quand même si vous vous lancez dedans. Mais pour la petite histoire, c'est l'histoire de Eva Merci, qui est une jeune mère célibataire qui habite à Brooklyn et qui, pour subvenir aux besoins de sa fille, tout simplement écrit des livres érotiques avec des vampires. Enfin en gros elle écrit des livres érotiques fantastiques, et c'est vraiment trop drôle parce qu'elle me fait vraiment trop penser à comment elle s'appelle, Ruby Dixon, qui a écrit tous les Ice Planet Barbarian là. Donc dès que j'ai vu ça, j'étais en train de hurler de rire. Enfin les premières pages déjà la première page du livre, je ne peux pas vous la décrire parce que je pense que ma vidéo va être censurée, mais si vous lisez juste la première page du livre, vous allez beaucoup rire je pense, et ça donne vraiment le ton. Mais en soi c'est vraiment un livre super parce que malgré le fait que l'histoire d'amour, en soi je sais même pas si on peut dire que l'histoire d'amour était au centre de l'histoire, parce qu'il y avait tout un tas d'autres problématiques qui étaient autour, comme le fait que Eva souffre de douleurs chroniques qui l'handicapent vraiment dans la vie de tous les jours, la relation super belle qu'elle a avec sa fille qui est vraiment un personnage, une drama queen trop géniale quoi, la relation qu'elle a avec Shane, donc l'autre personnage principal, le fait que ce soit une autrice et donc une femme noire dans le milieu de l'édition, que par exemple ses livres, il y a possibilité qu'ils soient adaptés au cinéma, mais son agent lui dit ce serait bien qu'on change et qu'au cinéma on casse des acteurs blancs pour que ce soit plus mainstream, vous voyez. Enfin il y avait plein de problématiques qui étaient actuelles et que j'ai beaucoup aimé retrouver dans le livre, et finalement au fur et à mesure que j'arrivais dans le livre, parce qu'on a eu pas mal de flashbacks du coup sur la relation de Shane et Eva, parce que ce sont deux personnages qui se sont rencontrés quand ils étaient adolescents et qui du coup voient leur chemin se recroiser une dizaine d'années plus tard. Finalement j'étais moins intéressée par cette partie là que vraiment par la vie d'Eva et sa vie de femme qui essaye d'avancer, qui est un peu bloquée et tout, qui essaye de subvenir aux besoins de sa famille, de voilà, enfin de tout simplement être une femme noire qui évolue dans la vie de tous les jours, et j'aurais bien voulu que ce soit même plus axé sur ça, mais bon après ce n'était pas le thème du livre bien évidemment, mais clairement c'était une super bonne lecture, je suis trop contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert. J'ai très hâte de lire les autres livres de l'autrice, je ne sais pas s'ils sont déjà sortis ou s'ils sont
en cours d'écriture ou s'ils vont sortir bientôt. Mais en tout cas c'est sûr et certain que je lirai ces autres livres et j'ai trop hâte de vous en parler parce que clairement c'était des super lectures, donc si ça vous intéresse n'hésitez absolument pas et foncez. Je pense que c'était une de mes meilleures lectures de ce mois-ci avec Feu et Sang, mais du coup c'est une relecture donc je sais pas vraiment si ça compte quoi. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu ce mois-ci, s'il y a des livres que j'ai cités que vous avez lus, etc. Ça m'intéresse de savoir. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.